Bonjour Martine Biard. Bonjour Régine Acquier. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle année radiophonique. Bonjour aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent d'une façon fidèle depuis quasiment un an. Oui, je rappelle que vous êtes professeur, auteur et conférencière et que nous vous avons suivi l'an dernier, si j'ose le dire avec bonheur, au travers de l'histoire de Lunel au fil du temps. C'est ça. Et là, je vous propose donc un nouveau voyage dans le temps, mais cette fois-ci pas forcément dans notre région, puisque nous allons parler des parfums qui vont nous permettre de faire un aller-retour entre l'Orient et l'Occident assez souvent, et qui vont nous permettre aussi de comprendre ce qui s'est passé dans nos sociétés, dans notre rapport aux odeurs, dans notre façon de justement d'être sensible à certains parfums, et qui vont nous permettre aussi de peut-être mieux approcher certains comportements. Et c'est un vaste programme parce que je crois que les parfums l'olfaction touche à tout, aux neurosciences, à la psychologie, à la société. Ça, on le sait aujourd'hui. Mais je dirais que dès la préhistoire, les choses étaient autres et que par conséquent, notre rapport aux odeurs, en fait, était conditionné, ou plutôt était consécutif à un certain nombre d'influences autour de nous qui ne correspondaient pas au conditionnement qu'on connaît aujourd'hui avec la publicité par exemple, ou avec une saturation d'odeurs comme ça nous arrive la plupart du temps dans les milieux urbains où il y a tellement d'odeurs et de parfums qui se croisent qu'à la fin on ne sent plus grand-chose ou en tout cas on n'y est plus trop sensible. Alors justement, comment allez-vous prendre cette émission ? Alors d'abord, je vais, dans cette première émission, essayer de vous faire comprendre un petit peu le rôle dans chaque être humain de l'odorat. Et puis ensuite, essayer de vous montrer aussi comment, au fil du temps, c'est-à-dire de la préhistoire finalement jusqu'à nos jours, les comportements à l'égard des odeurs et aussi des parfums ont évolué. Et quelquefois en rétrogradant, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, déjà dès l'Antiquité, c'était très très raffiné et il y avait une relation justement à la fois aux odeurs et aux parfums qui était peut-être plus importante qu'aujourd'hui. Justement, vous avez bien distingué odeur et parfum. L'un couvre l'autre. Quelle est la relation entre l'odeur et le parfum ? Alors, je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire notre relation aux odeurs. L'odorat permet de se repérer et surtout, il permet de faire la distinction pour chaque être humain entre la vie et la mort. C'est-à-dire que c'est avec notre capacité à sentir que nous faisons la distinction entre ce qui est appétissant pour nous et ce qui est un poison, entre ce qui est agréable et ce qui est repoussant, et entre ce qui est apaisant et ce qui au contraire va être dangereux. Donc il y a un grand lien entre l'odorat et la mémoire. Et ce lien fait que nos souvenirs sont liés à des sensations de bien-être ou de malaise. D'ailleurs, souvent, les auteurs les ont évoqués, c'est bien. On se souvient de la petite Madeleine de Proust. Voilà, beaucoup d'auteurs ont été, je dirais, à la fois très inspirés par les odeurs ou les parfums. On peut prendre le cas par exemple de Balzac, qui va utiliser beaucoup justement les impressions qu'il a recueillies dans certains milieux pour raconter justement un certain nombre de situations, et en particulier on pensera à la pension dans laquelle se trouve le père Goriot et où justement ça sent le rance. C'est un endroit qui renvoie à un certain mal-être, au contraire de ces filles qui elles ont une vie quand même beaucoup plus agréable, qui leur a rendu agréable d'ailleurs. Ça c'est Balzac, mais on peut penser aussi à Baudelaire par exemple, qui avait parlé aussi beaucoup dans ses poèmes de sa relation justement aux senteurs, quelquefois à des odeurs très repoussantes comme celle de la charogne, ou au contraire très ensorcelantes comme celle de sa maîtresse. Donc oui, les auteurs en général ont beaucoup puisé dans leurs souvenirs olfactifs. D'autant que l'odeur d'un individu a une puissance subjective énorme.
Alors l'odeur de l'individu qui va être... Chacun est bien marqué par une odeur. Qu'on le voilà, veuille, alors... qu'on le sache ou non. Oui, ça alors... fait partie génétiquement de... Alors voilà, si on commence avec l'être humain, la relation à l'être humain, ça commence avec le sang en fait. Et l'odeur du sang, c'est l'odeur de la naissance. Bon, et en général, le sang aussi, c'est ce qui nous relie à notre mère, puisque chacun nous avons le sang de notre mère. Alors ça, on le sait depuis assez peu de temps, puisqu'il a fallu comprendre plutôt ce qui se passait avec les groupes sanguins et les facteurs rhésus positifs ou négatifs pour comprendre que chacun nous avions en réalité hérité du sang de notre mère. Ensuite, pour les autres membres de la famille, on est héritier aussi de l'hérédité, c'est-à-dire nos aspects extérieurs, notre relation au monde, nos maladies même sont héritées de nos ancêtres, et donc d'où l'intérêt de connaître un petit peu ce qui s'est passé dans sa généalogie, pas simplement des noms et des prénoms, mais aussi d'avoir quelquefois une transmission par les souvenirs familiaux de ce qui s'est passé pour les uns et les autres. D'ailleurs, quand on parle de cette odeur de chacun, c'est l'enfant et son doudou. Alors ça, c'est déjà l'altérité, ça, le doudou. C'est-à-dire, c'est le prolongement de soi-même, mais le doudou, il est quand même autre. Le doudou, il va être des fois... Il se retrouve soi-même, l'enfant. Oui, et il retrouve aussi des fois l'odeur de sa maman à travers le doudou. Voilà. Donc là, on est déjà dans des liens un peu plus élaborés. En revanche, chacun, nous sommes uniques par nos empreintes digitales, par les lignes de nos mains, par la voix et par l'odeur, parce que chacun nous avons une odeur qui est unique et que on repère d'ailleurs au niveau soit des tempes, soit à l'intérieur des poignets. Donc ça, c'est des zones justement où on retrouve sa propre odeur. C'est le cas aussi des cheveux. Alors c'est plus difficile de sentir ses propres cheveux parce qu'on n'a quand même pas l'accès à notre propre crâne, mais pour une personne qui vous approche de près, l'odeur qu'on retrouve dans vos cheveux, c'est vraiment votre odeur personnelle, quelle que soit justement après votre relation au parfum, c'est-à-dire que vous en ayez mis ou pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup de civilisations, on demandait aux femmes de se voiler. Parce que finalement, il n'y avait que les plus proches qui avaient accès à cette odeur très spécifique que chacun nous dégageons et qui nous est propre et qu'on retrouve dans les cheveux. On pensait que les femmes étaient affriolantes par leurs cheveux. Alors, toujours pareil, on a chacun une odeur. Est-ce qu'elle est agréable ou pas? Ça, c'est à autrui de le dire. Bien sûr que, par exemple, une maman qui va sentir son bébé, en général, elle trouve que c'est celui qui sent de la façon la plus agréable du monde. Mais après, il y a des gens aussi dont quand on dit par exemple de quelqu'un, celui-là, je peux pas le sentir, eh bien, il y a bien sûr quelque chose de psychologique là-dedans, oui. Mais il y a aussi peut-être une sensation spontanée qui fait que son odeur ne vous agrée pas. Voilà. Donc la nature donc fait que chacun nous avons une odeur qui est un peu le rapport de l'inné à l'acquis. L'odeur personnelle étant l'inné, alors que le parfum, c'est là qu'on va introduire notre histoire des parfums. Ça fait partie de l'acquis, ça fait partie du culturel. Ça, c'est ce qui va permettre à cette odeur-là d'être exaltée ou au contraire masquée. Parce que dans l'odeur, après, il y a aussi des fois des mauvaises odeurs qui, en fonction de notre état de santé, par exemple, font que notre transpiration, par exemple, va sentir fort ou que nous avons des ennuis intestinaux et que par conséquent, nos excréments, par exemple, pour un médecin, vont être repérables en fonction de leur odeur, justement. Et donc, tout ça est en lien avec, justement, notre corps, notre façon d'être nous-mêmes. On voit donc que, finalement, au-delà de la beauté, l'odeur est une mine de renseignements.
Oui. Sur l'individu, sur son état de santé. Voilà. Et alors, on peut vous repérer par rapport au sillage parfumé que vous avez, Régine, mais l'odeur de chacun peut être aussi rendue repoussante par la crasse, par l'enfumage, par la maladie et bien entendu par la mort. Voilà. Donc, pour les autres, oui, c'est une source de renseignement. Donc, Martine Biard, pour cette première émission Odeur, Parfum et Société, vous allez nous expliquer finalement le mécanisme de l'olfaction et les relations avec l'odeur qu'avaient les hommes préhistoriques. Alors, évidemment, c'est difficile de se demander comment ressentaient les choses nos si lointains ancêtres, mais on peut se dire quand même que toutes les formes du vivant sur Terre, dans l'air, dans l'eau, et même les bactéries ont développé le système olfactif beaucoup plus que nous, êtres humains. Alors nous avons en commun avec les oiseaux justement d'avoir un système olfactif moins performant comparativement à tout un tas d'autres espèces. Nous sommes le mammifère qui a le moins développer ce sens. Nous sommes un mammifère avec un bec, en fait. Voilà. Alors ça, déjà, Cyrano, évidemment, nous le rappelait, même si à l'époque de Cyrano, on savait absolument pas, ni par les scanners, ni par les IRM, que justement, nous avions un si faible potentiel. Voilà. Alors le bulbe olfactif aujourd'hui, on sait qu'il ne représente que 0,0001% du volume du cerveau. Oui, c'est dire, voilà, Régine, l'importance secondaire chez l'homme, pour ne pas dire complètement dérisoire, de ce sens. Hein. Mais on sait en même temps que ce qui est rare est précieux. Voilà. Et le chemin qui relie ce bulbe au système limbique, où le cerveau stocke ses impressions, est le plus court qui soit. C'est donc un aller instantané vers le rhinencéphale, la partie la plus archaïque, celle qui formait la base du tout premier cerveau et à partir de laquelle les hémisphères gauche et droit se sont développés. C'est pourquoi il n'y a pas de court terme en ce qui concerne l'odorat, ce qui est inscrit est gravé à jamais. Ça, immédiatement que l'on ressent une odeur, elle s'inscrit dans notre cerveau. Voilà, elle s'inscrit dans notre cerveau et surtout, elle nous renvoie à quelque chose qui est agréable ou qui au contraire inspire un grand malaise, voire même une angoisse, si c'est par exemple l'odeur d'un cadavre. Ça, elle entraîne une réaction chez nous. Voilà. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, à cette saison, on va faire la distinction entre un champignon comestible et une amanite phalloïde. Voilà, donc voyez comme finalement, ça nous renseigne immédiatement, hein, sans qu'on ait besoin de réfléchir, sans qu'on ait besoin de passer par finalement une opération intellectuelle. Donc il faut faire confiance à son odorat. Je pense, oui. Alors, dans la nature, évidemment, il y a une différence de ressenti entre, par exemple, la touffe de menthe et la charogne qu'on va rencontrer sur son chemin. Bon, mais en même temps, il y a une ambiguïté. Parce que, par exemple, si on pense à du crottin, eh bien, pour certains, ça va renvoyer à un signe qui va nous mettre sur la piste d'une alimentation possible, c'est-à-dire du gibier. J'en parle parce que c'est l'automne. Alors que pour d'autres, ça va être une sensation immédiatement repoussante qui fait qu'on prend un mouchoir parfumé et puis qu'on essaie d'oublier justement cette odeur de caca. Donc, voyez que l'odeur, c'est vraiment
renvoie à notre condition première de mammifère finalement, même si et des conditions dans lesquelles on est aussi. Voilà, et d'où l'intitulé de notre émission qui relie odeur, parfum et société, parce que selon finalement dans quelle société on va vivre, eh bien notre ressenti par rapport aux odeurs ne va pas être le même. Et dans une tente mongole, par exemple, si on consomme du thé avec du beurre rance, ça va pas être vécu de la même façon pour celui qui vous l'offre en tant qu'invité que pour vous peut-être invité européen qui n'avait pas l'habitude justement du thé mélangé à du beurre rance, alors que dans les populations mongoles c'est ce qui va permettre de tenir le coup justement sous la yourte à des moments où il fait très froid et où c'est un réconfort. Voilà. Donc là aussi, il y a des pratiques qui peuvent nous, occidentaux, nous paraître complètement repoussantes et pas très agréables à sentir, alors que dans d'autres conditions et dans d'autres civilisations, ça a été au contraire un peu comme pour nous la poule au pot, quoi. C'est-à-dire un message qui est réconfortant. Voilà. Donc cette odeur au contact de toutes les choses fait que justement on va être plus ou moins attiré par certaines choses, et que par conséquent ça va donner l'idée d'aller vers ce qui est le plus agréable, et c'est là qu'intervient dans les sociétés le rôle du parfum, qui va faire que on a été sensible à une feuille de sauge, qu'on a été sensible par exemple à l'odeur du laurier ou à un brin de muguet dans la nature, et qu'après on va essayer de retrouver ça avec des formules plus complexes, plus raffinées, qui vont faire que chacun va être attiré vers tel ou tel type de parfum plutôt qu'à un autre. Par contre, si ce parfum que vous avez senti et qui est peut-être rare, cher, très précieux, vous l'avez senti la première fois sur une personne qui vous était complètement désagréable, qui faisait que vous grondez et qui était revêche, eh bien, voilà, on l'appréciera plus jamais. Et c'est ça qui fait que justement, vraiment, l'odorat est relié au souvenir. Alors, si c'est la petite Madeleine de Proust, effectivement, on va être nostalgique. Mais à certains moments aussi, ça peut être un effet différent, voire même qui vous éloigne. Voilà, répulsif. Voilà, donc tout ce qui est parfum renvoie au contact et aussi à quelque chose, à une attirance plus ou moins importante. Et ça va faire une alchimie pour des siècles. Voilà. Et donc, dans une prochaine émission, je vous parlerai évidemment du rôle des parfums dans l'Antiquité. On commencera par une belle histoire d'amour, puisque je vous parlerai de la reine de Saba. Ça nous renvoie donc à l'Ancien Testament, dans la Bible. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les religions... Je dis les religions, pas que la religion chrétienne et pas que les catholiques, mais souvent les religions, le sacré est très lié au parfum. Voilà. Oui, justement, est-ce que on a une idée, une connaissance de la première notion de parfum qu'on ait trouvée? Alors, la première notion de parfum, disons que justement, on l'a... C'est difficile parce que dans l'archéologie, on n'a plus les senteurs. On trouve les fioles quand même. On sait bien qu'ils avaient des... Alors, les fioles, oui, parce que maintenant, on essaie quand même de retrouver justement de retrouver des compositions. Mais ça suppose d'avoir quand même de grands experts, des savants dans l'histoire du parfum. Et des services à notre disposition. Alors que justement dans l'Orient ancien, il y a des histoires de parfums, et c'est pour ça que je vais vous parler de la reine de Saba la prochaine fois, parce que ça nous situe quand même 10 siècles avant Jésus-Christ. Et là, on est dans une période quand même particulièrement lointaine qui nous permettra de nous familiariser avec des parfums qui étaient déjà d'une composition assez complexe. Ce qui montre bien que l'homme, dès qu'il l'a pu, et probablement
à la fin de la préhistoire, étaient déjà assez experts dans l'art de faire des combinaisons d'odeurs. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de l'homme préhistorique. Finalement, on peut imaginer, mais on n'a pas de traces. Alors, on n'a pas de traces du parfum, mais par contre, on a peut-être des idées sur certaines pratiques de toilette. Bon, on sait par exemple aujourd'hui que les hommes préhistoriques, enfin contrairement à certains films qui nous les présentent tout velus et repoussants et probablement pas très propres, en fait, dès qu'ils l'ont pu, ont eu un contact avec l'eau qui était, qui faisait que comme les animaux, quoi, ils aimaient quand même se rafraîchir, être propres, laver aussi et traiter les peaux. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est aperçu que finalement on pouvait rendre agréable l'odeur du cuir et parfumer aussi les choses qu'on allait porter. Et ça a à voir avec aussi des odeurs naturelles. Et c'est ce qui va faire le distinguo finalement, justement, enfin on en parlait au début de l'émission, entre ce qui est repoussant ou agréable à telle ou telle tribu. Martine Biard, vous venez de nous expliquer finalement comment ce sens de l'olfaction, qui occupe une si petite place dans le cerveau, a une place si importante dans notre vie quotidienne finalement. Oui. Puisque dès qu'on perçoit, on enregistre. Voilà, et puis qu'en plus c'est lié à notre cerveau archaïque. Donc voilà. En fait, c'est une longue histoire dans l'humanité qui nous relie justement à ce sens de l'odorat. Donc vous allez, la semaine prochaine, vous allez un petit peu nous en parler maintenant, par le royaume de Saba, qui était connu aussi pour ses parfums. Alors oui, c'est aussi pour ça que je ferai un focus là-dessus. Ce royaume, en fait, de Saba, aujourd'hui, Saba, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est, et même ça peut renvoyer aux sorcières de Saba. Donc, en fait, nous éloigner de notre propos. La reine de Saba, on la disait très sage, mais on la disait aussi un peu avec des pratiques ensorceleuses. Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'on dit de toute façon que c'était une très belle femme qui a régné donc à la place de son frère mort prématurément, et donc elle avait la souveraineté sur un territoire qui était quand même très important puisqu'il s'étendait de l'Érythrée au Yémen et jusqu'à Djibouti. Donc un endroit du monde à la fois vaste et qui est encore stratégique de nos jours. Tout ce qui fait encore aujourd'hui l'intérêt et l'attrait de tous ces pays autour du golfe Persique. Ça a toujours été un carrefour commercial très intéressant et surtout un endroit où on trouvait beaucoup de choses. Alors on trouvait dans cette corne de l'Afrique, qu'on appelait aussi l'Arabie heureuse, une terre de parfums.
parce que on y trouve de la myrrhe, on y trouve de l'encens, on y trouve de la civette et de l'ambre gris. Le pays de Saba renferme aussi d'autres choses très précieuses, en tout cas pour cette époque-là, puisque à défaut de pétrole, on n'avait pas encore scruté le sous-sol. On trouvait quand même des mines d'or, on trouvait des mines de pierres précieuses, et on avait aussi dans cette région-là beaucoup d'aromates et des oliviers, donc de l'huile d'olive, qui permettait la conservation donc des senteurs. Voilà. Donc cette reine de Saba, elle est commune qu'on a appelée aussi la reine du Midi. Elle est connue par Saint Luc aussi dans l'Évangile. Et puis après, selon les sources, on l'appelait Makeda en Éthiopie, donc dans son pays natal. On la trouve sous le nom aussi de Balkama, au Yémen. Dans l'islam, elle est connue aussi sous le nom de Bilkis ou Belkis, et elle est montée donc sur le trône d'Al-Himyari Bouchar, qui était le vizir de Sharabi Yakouf, qui était roi de Saba, à la place de son frère, donc je disais, qui était mort prématurément. On va retrouver un peu le même scénario avec la gouvernance donc plus tard de Cléopâtre et de son frère. Mais là, ça sera une autre histoire, parce que ce fameux frère, il va être son époux, et puis selon les coutumes pharaoniques, et puis il va avoir d'autres rivaux, puisque on verra comment l'empereur César a été dans une ivresse olfactive au contact justement de l'Orient et de la rencontre avec Cléopâtre. Mais la prochaine fois, on commencera quand même par la reine de Saba que je viens de vous présenter, et on parlera aussi de sa rencontre avec le roi Salomon. Et est-ce qu'avec Salomon, il y a eu cette ivresse olfactive aussi? Oh, je pense aussi, parce que le roi Salomon, on dit que c'était le roi des terres du Nord. Donc, vous voyez, là aussi, le Nord et le Sud, c'est pas la même chose. Selon où on se place. Parce que si on est dans la corne de l'Afrique, effectivement, le pays des Hébreux, Israël, ça a l'air d'être le nord. Alors que pour nous, ici, à Montpellier, c'est vraiment, le bassin méditerranéen, mais le sud, quand même. Voilà. Donc, les notions d'Occident, d'Orient, de Nord, de Sud varient, là aussi, selon les sociétés. C'est pour ça aussi que notre série d'émissions s'appelle Odeur, parfum et société, parce qu'on va voir justement comment les choses s'organisent avec des variantes selon où on se situe. Eh bien, je vous remercie. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, peut-être l'odeur en tête. Et nous évoquons la reine de Saba. Nous allons attendre le mois prochain pour connaître l'histoire de cette reine et son rôle avec les parfums. Merci. Je vous remercie beaucoup, Martine. Merci et bonne continuation alors à tous nos auditeurs, et puis à une prochaine fois. Au revoir, Régine.